1937, la vie française est marquée par de forts paradoxes. D'un côté, on s'est remis de la Première Guerre mondiale et on a reconstruit ce qui devait l'être. Mais en province, les réalités de l'Europe creusent les visages. Les difficultés financières s'amoncellent pour les petites gens, ceux qui la plupart du temps nourrissent les autres. La montée du nationalisme aussi fait peur et les conflits grondent aux portes du pays, notamment en Espagne, où Franco mène les plus fascistes au cœur d'une guerre civile sanglante. C'est dans ce contexte pesant qu'un beau matin de janvier, on retrouve sur une plage de Vendée un cadavre non identifié. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui un nouveau crime oublié. Cette histoire démarre donc au début de l'année 1937, le 31 janvier pour être exact. Si je vous parle de plage, c'est parce que cette histoire ne se déroule pas à Paris, comme celle que je vous ai déjà racontée cette même année, mais bien en province, sur la côte vendéenne. Ce matin du 31 janvier 1937, dès l'aube, des marins qui rentrent de la pêche de nuit sont intrigués par une masse informe qui se trouve sur le rivage. En se rapprochant, pas de doute, c'est un cadavre humain qui a été rejeté par les flots. Laissez-moi vous dire que par ici, des choses pareilles, ça n'arrive pas tous les jours. En effet, loin des faits divers des grandes villes, dans ce petit village qui est en fait carrément un lieu-dit, la vie ne fait pas de vagues. Avouez, ce jeu de mots n'était pas mal. Ici, au bourg de la Guérinière, qui appartient à l'arrondissement des Sables-d'Olonne, on compte environ 1000 âmes, dont une tripotée de pêcheurs qui font manger un paquet de monde. Ce matin de janvier, les autorités locales préviennent le parquet des Sables-d'Olonne qu'un cadavre s'est échoué sur la plage et dans le vent glacial de l'hiver, 3 hommes sont directement appelés sur les lieux. Le maire de la Guérinière, M. Bernard, le garde maritime, Samelin, et le docteur Poignant, qui vient de Noirmoutier. Ils sont là pour les premières constatations, même si, entre nous, il n'y a plus grand-chose à constater vu l'état du corps. Déjà, une observation très simple à faire, le gars n'a pas de tête. C'est gênant pour l'identifier, et surtout on se demande directement où elle est, et si la faune maritime s'en est chargée, ou si ça relève de la décapitation pré-mortem. De suite, on pense que c'est peut-être la dépouille du pauvre facteur des postes de la ville d'Auray qui s'est jeté à la mer près de Quiberon 3 semaines plus tôt avec ses 2 fillettes et dont on n'avait jusque-là pas retrouvé le corps. Mais le facteur avait 45 ans et mesurait plus d'1,70 m. L'homme allongé sur le sable ne ferait, avec sa tête, même pas 1,65 m a priori et il n'aurait qu'une trentaine d'années, ça ne colle pas. Et justement, dans ce qui ne colle pas du tout avec cette thèse, il y a le fait que le corps est complètement ligaturé par une corde qui en serre une cuisse et le bassin. Les nœuds se trouvent derrière le dos, ce qui écarte directement la thèse qu'on préfère alors, le suicide. Faut dire que pour se décapiter soi-même, faut sacrément garder la tête froide. On remarque aussi qu'il manque des bouts. L'avant-bras droit est décharné, l'avant-bras gauche et la main gauche manquent, les jambes sont à demi décharnées aussi, mais le tronc, lui, est resté presque intact. Ce qui intéresse particulièrement le garde maritime, ce sont des traces violacées, causées vraisemblablement par la ceinture qu'il portait. Mais très rapidement, les 3 hommes découvrent, sous le corps, un long morceau de corde rattaché au bassin. Et là, il y a peu de doute. Le corps a sûrement été lesté par une pierre ou par un autre objet lourd pour favoriser son immersion. Autour de la petite équipe, les marins et quelques badauds s'agglutinent pour mettre leur grain de sel dans ce qui ressemble pourtant à un début d'enquête policière. Et ce sont les marins, justement, qui donnent un indice important. Les nœuds effectués avec la corde autour du corps sont des demi-clés un peu spéciales. Ils l'affirment, ce ne sont pas des nœuds faits par des marins. En tout cas, eux ne les pratiquent pas du tout. De plus, et là ils sont formels, les restes des vêtements du cadavre ne correspondent pas du tout à un habit des professionnels de la mer. À l'époque, les marins portent une chemise fine et des souliers jaunes très reconnaissables. Or, notre inconnu des profondeurs porte ce qu'il reste d'un chandail en jersey blanc, avec 3 boutons de nacre sur le devant, s'il vous plaît, une chemise à rayures bleues et noires sur fond blanc, et un pantalon de laine noire. Il porte aussi une ceinture tressée de 3 lanières de cuir avec une boucle façonnée
Et au pied, rien de moins que des chaussettes et des souliers montant à lacets. Si je vous décris la penderie du John Doe de la Guérinière, ce n'est pas pour rien. Vous allez voir que c'est un élément très important dans cette enquête qui débute. Et s'il n'en reste plus grand-chose, c'est parce que d'après le docteur Poignant, le corps n'a pas vu la terre ferme depuis de longues semaines. La vie reprend son cours dans les petits villages de Vendée, qui déjà ne parlent plus que de ce corps retrouvé échoué et abîmé par la mer et par les hommes. Les noyés, on a l'habitude sur la côte, mais les ligotés, ça non. Ça aurait pu être ça, une simple histoire de noyés ou de règlement de compte. Mais voilà que le 3 février, au lieu dit La Tonnelle, sur la plage de Saint-Jean-de-Mont, un deuxième cadavre s'échoue. On rappelle les autorités, et pas la peine de vous faire un dessin, le gars est dans l'eau depuis très longtemps, 2 ou 3 mois d'après le médecin du coin. À lui, il manque les bras et les jambes, mais il a sa tête. En revanche, par rapport au corps retrouvé il y a quelques jours, il n'est pas ligoté. Sur son dossier, on marque donc « accident probable ». Et surtout, on note que ça n'a rien à voir avec l'inconnu de la Guérinière. Mais quoi ? Vous aussi vous étiez persuadés qu'ils avaient un lien tous les deux ? Attendez. Le jeudi 4 février, donc le lendemain, il est 7h30 du matin quand les habitants du village de la Sauzale, près de Bretignolles, sont informés par commérage interposé que le cadavre d'un homme vient d'être découvert sur la côte, au lieu-dit le Petit Rocher. Oui, en Vendée, apparemment, il n'y a que des lieux-dits. On prévient directement la gendarmerie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la ville la plus proche, et les autorités du village. Avec les premiers éléments, on sait que le cadavre est celui d'un homme entre 40 et 50 ans et qui est nu comme un verre. Il porte cependant un anneau en or à un doigt de la main droite et une montre-bracelet en métal de la marque Longines au poignet gauche. Le médecin remarque également dans sa bouche qu'il a en tout 5 dents horrifiées, c'est-à-dire plombées d'or. Le gars ne devait pas être un simple agriculteur. Il est ligoté avec une corde de 6 mm de diamètre et à lui aussi, il manque des membres. Ah, ça vous rappelle quelque chose, pas vrai ? On note tout ça, puis on lui retire anneau et montre, et on procède à la mise en bière avant de le transporter à la mairie de Bretignolles en attendant que le parquet des Sables d'Olonne accepte l'inhumation du corps. Et la journée n'est pas finie pour la Vendée, qui passe clairement une mauvaise semaine. 2 heures plus tard, vers 9h30 du matin, un groupe de marins découvre sur le sable de la petite plage de la Croix-de-Vie un autre cadavre. Un homme encore, sensiblement la même taille et le même âge que celui retrouvé à l'aube, 40 ou 50 ans. Il porte un paletot bleu marine, mais n'a pas de pantalon. Ses mains sont attachées derrière le dos avec une corde qui lui en serre le bassin. Lui non plus n'a aucun papier sur lui et reste donc un mort inconnu qu'on dépose à la morgue de l'hôpital le plus proche. Plus de doute cette fois, il y a bien un taré qui s'amuse à balancer des hommes à la mer, parfois sans bras, parfois sans jambes, parfois même sans la tête. Bien sûr, ça pourrait être un règlement de compte en mer, comme ça arrive souvent. N'oublions pas qu'on est en 37, la justice, ça se fait parfois un peu soi-même, et surtout l'ambiance dans les campagnes est morose pour ne pas dire carrément qu'elle est un terreau fertile pour la violence. Il faut dire que l'actualité du continent tout entier est complexe. Entre l'abdication du roi anglais Édouard VIII l'année précédente, la popularité d'Hitler et du régime nazi, ainsi que des fascistes en Espagne et en Italie, l'avenir s'annonce plus qu'incertain, et des morts qu'on balance par-dessus bord, ça pourrait arriver. À l'échelle des villages français, la vie quotidienne est façonnée par la nécessité de s'adapter à des changements sociétaux très rapides. On s'est remis de la Première Guerre mondiale, on a reconstruit du coup ce qui devait l'être, et la mondialisation est en train de rouler à toute vitesse sur l'ancien monde. Les traditions séculaires se retrouvent parfois en contradiction avec les aspirations modernes, et la politique devient très facilement une arène à ciel ouvert, où si tu n'es pas d'accord avec ton voisin, alors tu es son ennemi. C'est aussi simple que ça, et ça dégénère très vite. Bon, maintenant qu'on a plusieurs cadavres qui présentent des similarités, on se demande évidemment d'où ils peuvent bien venir.
Et là, plusieurs questions se posent. D'abord, ont-ils été tués à terre ou en mer, car ça ne relève pas de la même juridiction. Ensuite, qui sont-ils? Mais là, ça va être compliqué de trouver des réponses. Enfin, pourquoi se sont-ils échoués à quelques jours d'intervalle et à des endroits différents des côtes vendéennes? Sur ce dernier point, je dois vous donner une précision qui va beaucoup compter pour la suite de cette histoire. 1937 a été une année météorologiquement compliquée en France. Pour vous remettre dans le contexte, c'était l'exposition universelle à Paris, et en février 1937, certaines infrastructures prévues pour l'occasion étaient même sous l'eau à cause d'une crue exceptionnelle de la Seine. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver encore des traces à Paris aujourd'hui. Si Paris était sous l'eau, vous imaginez bien que sur les côtes, c'était pire. La côte atlantique notamment a été touchée par une série de tempêtes de la même intensité que la tempête Xynthia en 2010, avec des phénomènes de submersion très impressionnants, notamment sur l'île de Noirmoutier. Ça a duré jusqu'au 15 mars, qui a été un des pics de ces violents phénomènes. Et là, ça colle avec les premiers indices donnés par les marins de la côte vendéenne. D'après eux, les cadavres pourraient venir du sud, donc plutôt d'un coin comme La Rochelle ou même Bordeaux. Mais il ne s'agit que de simples opinions, basées sur l'observation des courants quelques jours avant que l'on retrouve les corps sur les plages. Pour tenter de comprendre s'il y a oui ou non une logique dans la manière dont les dépouilles se sont échouées, on reprend un cas qu'on connaît, celui du Saint-Philibert. Quelques années plus tôt, le 14 juin 1931, le Saint-Philibert, petit bateau de croisière qui reliait Noirmoutier à Nantes, est emporté par les eaux. Les secours ne peuvent sauver que 8 personnes, 409 perdront la vie. Et pendant de longues semaines, on a retrouvé les corps des victimes de ce terrible naufrage sur les plages de Vendée et de Loire-Atlantique. Le matin du 5 février 1937, M. Fortin, le garde-côte qui avait découvert le tout premier cadavre au lieu-dit La Tonnelle, vient d'en trouver un second. Toujours sur la commune de Notre-Dame-de-Mont, au lieu-dit Le Pont-Dieu. C'est le 5e cadavre qu'on retrouve en l'espace de 6 jours. Autant vous dire que chaque matin, les badauds scrutent pendant leur balade matinale s'il n'y a pas un gars en décomposition sur leur plage. On est proche de l'obsession, parce qu'encore une fois, dans ces contrées de Vendée, dans ces années-là, ça n'arrive pas tous les jours. Enfin, normalement. De nouveau, pour celui-ci, le garde-côte fait venir la gendarmerie de Saint-Jean-de-Mont et un autre médecin. À première vue, cette dépouille-ci a beaucoup de points communs avec la toute première, car il manque la tête ainsi qu'une partie des membres. Les bras sont liés comme les autres à l'arrière du dos, avec une corde de 6 mm de diamètre, et son état de décomposition est tout aussi avancé. Le parquet des Sables d'Olonne est à nouveau prévenu, hop, mise en bière, transport jusque dans une salle communale en attendant le permis d'inhumer. C'est-à-dire qu'au bout de 5 morts en 6 jours, les autorités locales commencent à avoir un petit peu leur process en place. Dans le premier épisode, je vous ai dit que c'est ce cadavre qui a donné un nouveau tournant à l'enquête. En effet, il a beaucoup compté au début des investigations, car contrairement aux autres, son pantalon portait le nom d'une marque. Chaque année, à Paris, les gens de tous les pays viennent, reviennent. On leur montre le Châtelet, le Louvre et le Grand Palais. Sur le bouton était inscrit « Au Petit Paris », une grande enseigne parisienne. Les enquêteurs sont ravis d'avoir un indice sur la provenance de ce 5e homme. Les habitants du coin, en revanche, commencent à avoir les nerfs en plot de se dire que tous ces gens qui s'échouent sur le sable sont peut-être des ressortissants français. Et oui, si lui est français, pourquoi pas les autres? Et ça veut dire quoi sur la manière dont ils ont atterri ici? Qu'un meurtrier fou sévit peut-être dans la région et que de toute évidence, il se débarrasse des corps en les rendant à mère nature. Et comme cette année-là en Vendée, un cadavre n'arrive jamais seul, on en retrouve un 6e. Madame Lebrun, une commerçante qui se rend à quelques 200 mètres de chez elle, à la source ferrugineuse de Préfaille, assiste de bon matin à une vision d'horreur. Près de la source, un homme en état de décomposition extrême gît sur un rocher.
Horrifiée, la femme retourne chez elle en courant pour prévenir son mari, qui va chercher lui-même le maire Julio en compagnie du docteur du village. La petite équipe retourne près de la source et le médecin examine le corps. L'état de cet homme est déplorable. Il est presque squelettique et en complet état de putréfaction. Les 2 bras et une jambe manquent à l'appel et toujours pas de papier d'identité, évidemment. La tête est à peu près complètement décharnée, mais le médecin remarque tout de même en lui ouvrant la mâchoire qu'il a dans la bouche 8 dents en or. Comme les autres, une corde de 6 mm de diamètre entoure ce qui reste du corps du noyé. Au sujet de cette corde, justement, on demande à des matelots de Préfailles de se pencher un peu dessus. Parce que ce corps-ci, comme ceux qui l'ont précédé, est solidement harnaché. Peut-être que vous vous souvenez, tout au début de l'enquête, lorsque le premier cadavre a été trouvé, les marins ont affirmé qu'il ne s'agissait pas de nœuds de matelots, ou en tout cas qu'eux ne les utilisaient pas. Les marins de Préfailles sont pourtant unanimes. Seuls des matelots ont pu ligoter ce cadavre, car la corde en question forme, tenez-vous bien, 3 clés et se termine par un nœud d'écoute fait sur un demi-nœud. Ici, tous ceux qui, comme moi, n'ont jamais fait un nœud marin, sont complètement paumés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'utilisés ou non dans le coin, ces nœuds ont été faits par des gars qui s'y connaissent. Et ça, c'est très important pour la suite. En dehors de ce détail, qui, vous le verrez, n'en est pas vraiment un, ce qui attire l'attention du médecin, c'est la tenue du mort. Il porte une chemise en toile fine, mais surtout, il y a une étiquette. Une étiquette avec des initiales d'abord, NS, et la marque du fabricant, Almacenas, La Batalla, Catarasaras, Cap Santander. On cherche du coup si le reste de la tenue peut donner d'autres précieux indices sur la provenance de l'homme. Bingo, le pantalon est de la marque El Águila et ses chaussures caoutchoutées de la marque Dixon. 3 marques espagnoles, c'est plus qu'un indice ici, c'est une révélation de la nationalité de l'homme. Il est transporté à la morgue de Préfailles et on donne le permis d'inhumation dans la foulée, car de toute façon, vu son état, de lui, il n'y a rien d'autre à tirer. Le lendemain, sur le versant atlantique de l'île de Ré, donc un petit peu plus au sud que les autres jours, on retrouve un autre cadavre présentant les mêmes caractéristiques que les précédents. Très décharné et décomposé, a priori au moins 2 mois passés dans l'eau, il manque les jambes et les avant-bras. Ce qu'il reste des bras est attaché dans le dos avec une corde, et il porte un pantalon noir à rayures blanches et un gilet de même étoffe, ainsi qu'une chemise en flanelle blanche. Ce que ça dit, encore une fois, c'est que l'homme n'était pas désargenté. Vu la qualité de ses vêtements et les matières utilisées, c'est même quelqu'un qui avait une certaine aisance financière. Bon, alors évidemment, avec tous ces cadavres retrouvés sur les plages, les enquêteurs commencent à avoir plusieurs hypothèses en tête. Ce sont les indications des fabricants des vêtements du 6e cadavre, celui qui ne portait que des marques espagnoles, qui met la puce à l'oreille aux autorités. En effet, à l'époque, de nombreux navires espagnols passent par la France et viennent mouiller notamment dans le port de Saint-Nazaire. Le parquet des Sables d'Olonne pense alors que les cadavres seraient ceux de victimes d'un drame qui se serait déroulé à bord de l'un d'eux. Déjà, pour démarrer, on fait le tour de la région. Et même si ce n'est pas informatisé en 1937, c'est un peu le téléphone arabe et la constatation est très vite faite, personne n'a disparu. Il ne manque personne, donc qui sont ces hommes qui se font balader par les flots dans un état lamentable ? On a très peu d'éléments, donc voici les questions qu'on se pose à ce moment-là. D'abord, qui sont ces hommes ? Sont-ils des marins ? Ensuite, de quel bateau proviennent-ils s'ils ont été tués en mer ? Et enfin, pourquoi ont-ils été tués et surtout abîmés de la sorte ? Pour certains, l'hypothèse la plus probable d'abord, c'est une bagarre qui aurait eu lieu sur un navire espagnol. L'ambiance ne régnait pas toujours à bord des bâtiments et à l'époque, la manière de régler les conflits entre matelots peut être assez expéditive. Le dernier bateau espagnol en date, le Cabocillero, resté en rade de Saint-Nazaire durant les derniers jours de janvier, débarque d'ailleurs à terre une 12aine d'hommes sans que l'on ait jamais connu le motif de cette décision. Mais vu l'état des cadavres retrouvés, le séjour de ce navire est trop récent pour qu'il y ait un lien avec l'affaire. En revanche, des détails extrêmement significatifs sont révélés sur le séjour que fait à Saint-Nazaire un autre cargo espagnol, venant de Bilbao cette fois, l'Alona Mendy.
On sait qu'il a séjourné dans le port du 21 septembre au 15 octobre 1937 et qu'il y a à bord de ce bâtiment une trentaine d'hommes d'équipage et une dizaine de miliciens armés. D'après la rumeur, durant son séjour de près d'1 mois à Saint-Nazaire, des incidents éclatent entre l'équipage et les miliciens, en particulier au sujet de caisses de tabac qui se trouvaient à bord et que l'équipage entendait bien conserver pour lui. Les douaniers français qui gardent le navire doivent intervenir à 2 reprises pour séparer les marins et les miliciens qui se battent à coups de couteau. L'affaire aurait pu prendre un tournant plus sanglant si les fusils et les revolvers des miliciens n'avaient pas été mis sous scellé. Les miliciens déclarent alors aux douaniers qu'ils, je cite, « régleront leur affaire à plusieurs des matelots quand ils se trouveront en pleine mer ». Avouez qu'on a envie d'y croire. Mais avant de s'emballer, il faut remettre un peu tout ça dans le contexte historique. Début août 1937, la Lona Mendy arrive une première fois à Saint-Nazaire avec à son bord 800 réfugiés de Saint-Sébastien, victimes de la guerre civile et des troupes de Franco. Les autorités françaises les prennent en charge et les dispersent un petit peu partout dans le pays. Ce bateau repart le 21 septembre, il revient une seconde fois à Saint-Nazaire, cette fois vide. Le capitaine assure alors aux autorités maritimes qu'il attend des ordres de son gouvernement. Un peu louche mais pas de quoi les accuser de tous les maux vendéens. Le 15 octobre, il repart de Saint-Nazaire sans autre explication. Les bateaux espagnols dans le port de Saint-Nazaire sont des cargos ou des chalutiers très reconnaissables car ils portent un pavillon violet, jaune et rouge, couleur de la Seconde République espagnole. C'est une période très sombre de l'histoire espagnole. Certains bateaux arrivent vides, mais les autres sont chargés de réfugiés qui viennent notamment de Saint-Sébastien et d'Irún au Pays basque espagnol. La plupart du temps, ils abritent un équipage de matelots et des miliciens qui veillent à ce que tout le monde arrive sain et sauf à quai. Ouais, en théorie. Cette hypothèse de règlement de compte sur la Lona Mendy est corroborée par un pêcheur de Saint-Nazaire qui a surpris peu après son départ du port le 15 octobre le bateau qui effectuait d'inexplicables allées et venues au large à la façon d'un bateau ivre, privé de son gouvernail. La seconde hypothèse, qui elle est assez probable, c'est que lors du transfert de réfugiés de Saint-Sébastien à Saint-Nazaire, un équipage et ses miliciens se soient défaits durant la nuit d'une partie des passagers. Toutefois, on ne voit pas vraiment pour quelles raisons les miliciens auraient décidé de précipiter des gens à la mer alors qu'il était si facile de s'en débarrasser avant même de quitter l'Espagne. Vous savez que c'est le témoignage d'un immigré espagnol qui met les enquêteurs français sur la piste d'une affaire qui les dépasse complètement, je peux déjà vous le dire. Dans le journal L'Excelsior, le 7 février 1937, l'homme témoigne anonymement et raconte son histoire en tant que réfugié ayant réchappé au massacre des Asturies rouges. Bien sûr, les autorités françaises ne vivent pas dans une grotte et elles ont donc entendu parler ou en tout cas eu vent des rumeurs qui chuchotent ce qui se passe là-bas. Et si vous ne connaissez rien du tout de la guerre civile espagnole, laissez-moi vous faire un topo pour mieux comprendre d'où vient cet homme qui témoigne prudemment. Les Asturies rouges font référence à une période de l'histoire espagnole, pendant la guerre civile donc, entre 1936 et 1939. Pendant cette guerre civile qui a éclaté en 1936, les Asturies ont été le théâtre de combats intenses entre les forces républicaines, qui soutenaient le gouvernement de la Seconde République espagnole, et les forces nationalistes dirigées par Francisco Franco. En 1937, les nationalistes ont lancé une offensive majeure connue sous le nom de la bataille des Asturies. Cette bataille menée par Franco et ses partisans a alors pour but d'éliminer les poches de résistance républicaines, comme ils les appellent. En plus des bombardements massifs, les nationalistes ont eu recours à des procédés terribles d'élimination de tous ceux qu'ils trouvaient sur leur chemin et qui n'étaient pas dans leur camp. Civils ou non, si vous n'êtes pas avec Franco, alors vous êtes contre lui. Ce sont ces procédés barbares que l'homme raconte au journal, et je vous cite un bout de ce qu'il en dit. Certains exécuteurs préféraient user du revolver, d'autres de la noyade. À Santander, les condamnés étaient conduits à 3 km de la ville, au Sardinero, une promenade magnifique dominant la mer.
On leur retirait leurs vestons, on leur liait les poings derrière le dos, on les plaçait en randonnion au bord de la falaise et on les poussait dans le vide les uns après les autres. Il poursuit. Maintenant, il y a eu des noyades collectives. Je n'en fus pas le témoin, mais je sais de sources sûres qu'à Bilbao, il y a quelques mois, il y a eu à bord d'un cargo plusieurs embarquements de suspects. Là, le procédé était encore plus expéditif. On gagnait le large, sur le pont, on constituait une brochette de 12 condamnés, attachés coude à coude. On poussait le premier, qui entraînait les autres. Je sais que les moines d'un monastère des Asturies périrent de la sorte. À un certain moment, dans la baie de Santander, il ne passait pas un jour sans que la mer ne rejetât des cadavres isolés ou attachés les uns aux autres. Juste une petite précision, il n'y a pas que les Espagnols qui ont recours à la noyade collective, car sous la Terreur à Nantes en 1793, les révolutionnaires utilisent déjà cette pratique. Des milliers de personnes, dont de nombreux prêtres, nobles et présumés contre-révolutionnaires, ont été alors regroupés sur des bateaux, attachés ensemble, puis jetés dans la Loire pour y être noyés. Quand les journalistes de l'Excelsior demandent à l'immigré espagnol s'il pense que les cadavres de la côte vendéenne ont pu être charriés sur une si longue distance, il répond « Sans aucun doute, la tempête y a pourvu. Le fait n'est pas exceptionnel. Et puis lorsque voici 15 jours j'ai pu m'enfuir de Santander, les noyades continuaient. On trouvera bien d'autres cadavres espagnols sur les côtes de France. » Après ce coup de théâtre qui résonne fort dans la presse française, on décide de demander aux marins les plus expérimentés du coin de donner leur propre avis et expertise sur le sujet. Parce que des morts en mer au large des côtes vendéennes, ça, on pouvait l'imaginer. Mais des morts balancés du haut d'une falaise à plus de 800 km de là, c'est à peine croyable. Les marins vendéens sont pourtant formels et expliquent que le vent du sud, la forte marée et le ressac ont très bien pu amener les cadavres jusque sur les côtes vendéennes. En effet, un courant froid très connu des pêcheurs et qui longe la côte atlantique du golfe de Gascogne jusqu'en Bretagne pourrait très bien les avoir emportés, notamment à cause des tempêtes incessantes en ce début d'année 1937. C'est en tout cas la conclusion des hydrographes de l'État dépêchés sur place. Quand je vous disais que la météo avait joué un rôle clé dans cette affaire. Vous vous souvenez sûrement de cette hypothèse de l'Alona Mendy, ce cargo espagnol qui aurait été le théâtre d'une mutinerie et de l'assassinat de dizaines de matelots. Eh bien, elle est définitivement mise de côté pour une raison toute simple. Les cadavres découverts sur les côtes de France portent des vêtements de qualité. Chemises de soie, chaussures luxueuses, dents en or, etc. Ce sont des détails, mais qui permettent clairement d'écarter la piste des marins mis à mort par les miliciens de l'Alona Mendy. Les cadavres de la côte vendéenne ont plutôt le profil de notables, de militaires, de privilégiés dans tous les cas. Si l'on en croit le témoignage de l'Excelsior et la rumeur qui court, la liste macabre ne serait donc pas close du tout. Laissez-moi vous raconter maintenant une autre hypothèse très plausible et qui commence à faire vraiment froid dans le dos. Certains témoins font un rapprochement entre ces découvertes terribles et le passage dans le port de Saint-Nazaire d'un bateau espagnol dont les cales étaient pleines d'otages espagnols ou non, jugés indisciplinés par le gouvernement espagnol. Autre souvenir troublant, voici 2 mois environ, ce qui correspond au temps des corps dans l'eau à peu près, un bateau-vapeur gouvernemental espagnol qui mouillait à Saint-Nazaire est reparti précipitamment après qu'un de ses passagers, un journaliste espagnol, s'en soit échappé et se soit réfugié en terre française. Il a alors déclaré qu'il était retenu à bord de force et que de nombreux autres passagers étaient dans le même cas que lui. Mais en temps de conflit, comme c'est le cas durant l'année 1937, le respect du pavillon est bien loin. On ne permet pas à la police française de vérifier ce qu'il se passe à bord, et le bateau reprend le large, pile au moment présumé de la mort de tous les cadavres retrouvés sur les côtes françaises bien plus tard. Plusieurs témoignages de pêcheurs, recoupés avec celui du journaliste espagnol rescapé, permettent de dresser le tableau d'une tuerie de masse ayant eu lieu à bord de ce bateau-vapeur. On compterait environ 300 victimes, soit la totalité des otages retenus à l'intérieur. Et si les cadavres retrouvés sur les côtes proviennent bien de ce massacre, il faut en effet s'attendre à ce que d'autres corps très nombreux finissent par les suivre. Chaque jour, les marins rapportent des témoignages oculaires d'une quantité infinie de cadavres flottant dans les eaux au large de Saint-Nazaire et des côtes vendéennes.
Toutes ces révélations ont lieu dans un mouchoir de poche en termes de date, car le mardi 9 février, le parquet des Sables d'Olonne ordonne l'exhumation et les autopsies des mystérieux cadavres échoués. Évidemment, vous imaginez bien qu'ils sont dans un état pitoyable, mais on espère que les organes internes pourront en apprendre davantage sur la manière dont ils sont réellement morts et donc d'infirmer ou de corroborer les hypothèses. Les médecins passent 2 jours à examiner les restes des noyés et ils sont très marqués par l'état des corps. L'autopsie pratiquée a établi que les condamnés avaient été jetés à l'eau vivants, pieds et poings liés. Et ici, condamnés n'est même pas le terme que je devrais employer car en réalité, personne ne connaît le contexte de leur mort. Voici les constatations du rapport d'autopsie. Les corps ont été ceinturés de façon identique à l'aide d'une cordelette de même nature et sûrement lestés d'un poids pour chacun des hommes jetés à la mer. Ces hommes étaient donc vivants quand ils ont été immergés dans l'océan, comme l'atteste l'état des poumons des victimes. De plus, les praticiens indiquent dans leur long rapport que les cadavres ont en fait séjourné 4 mois et demi dans l'eau, ce qui ferait remonter la mort à la fin de septembre ou au début d'octobre. Des traces de violence ont été également relevées sur les corps et on a constaté que les mutilations avaient été subies par les malheureuses victimes alors qu'elles étaient encore vivantes. Les viscères aussi ont fait l'objet d'un examen attentif. Le contenu des estomacs révèle que les victimes ont reçu la même alimentation, ce qui indique une provenance commune. Le rapport précise que les victimes possèdent une excellente dentition. Plusieurs d'entre elles avaient les dents particulièrement soignées et recouvertes d'or. Aucun des cadavres ne portait de tatouage, constatation qui exclut définitivement l'hypothèse primitivement émise qu'on puisse se trouver en présence de simples matelots. Il s'agit purement et simplement d'assassinats qui révoltent la conscience humaine des médecins qui autopsient. Que la tragédie se soit déroulée, comme certains le croient, non sans raison, sur les hauteurs de la ville de Santander, ou qu'elles aient eu lieu à bord d'un bateau dans les eaux françaises non loin de Saint-Nazaire, il est désormais acquis que les bourreaux ont agi avec une sauvagerie inouïe. D'ailleurs, comme par hasard, la lumière n'a jamais été faite sur la disparition du président de la colonie française de Santander, enlevé à son domicile par des anarchistes espagnols. Médias muets, autorités qui ne s'expriment pas sur le sujet. Du coup, on se demande si lui aussi n'a pas fini avec des membres en moins dans l'Atlantique. On approche de la fin de l'histoire et vous vous dites que c'est fini, qu'il n'y a finalement que ça, cette macabre histoire d'exécution de masse pendant la guerre civile espagnole. J'aurais pu vous donner raison et vous laisser repartir là-dessus, mais non, je vous dois la vérité. Cette vérité arrive par la poste. Le 12 février 1937, dans les bureaux de la Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-Luz. Dans une enveloppe complètement anonyme, une lettre qui fait la lumière sur cette histoire. Évidemment, je l'ai retrouvée et je vous la lis. La discrétion officielle chez nous en dit long. Elle m'oblige à garder l'anonymat pour des raisons très impérieuses. Un jour apportera-t-on sans doute des témoignages irrécusables sur les horreurs, les crimes abominables qui nous épouvantent. Ils dépassent l'imagination au siècle où nous vivons, et là, sont tout près, à nos portes. Il est à Bordeaux des témoins oculaires, mais terrifiés. Des noyades dont a été le théâtre la jetée du phare de Santander. Les cadavres dont il s'agit proviennent de l'exécution en masse effectuée à Santander par immersion. Les malheureuses victimes, amenées poings liés sur la jetée, étaient là réunies par 2 ou par 3, puis solidement ligotées de la tête aux pieds, avec un gros pavé coincé dans les reins, puis précipitées à la mer. Plus de 2000 otages ont été ainsi engloutis dans les flots. Ceci n'est qu'un épisode entre 1000 des choses incroyables qui se passent en Espagne. La dernière tempête d'ouest sera la cause du déplacement vers nos côtes de ces macabres épaves allégées après un long séjour dans l'eau. La voilà, la vérité, crue et anonyme, qui s'abat sur cette enquête pour la clore complètement. On ne saura jamais l'identité de ces victimes, ni même celle de leurs bourreaux. Ce qui est certain, c'est que d'un noyé sur une plage, ils furent finalement plusieurs milliers, perdus à jamais dans l'Atlantique et dans les pages de l'histoire avec un grand H. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle saison de Crimes oubliés, mystérieuse et historiquement très sombre. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter chaque mois le podcast, je suis très reconnaissante et si vous voulez m'encourager, abonnez-vous, laissez un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Crime oublié.